Cette histoire commence un jour complètement orageux. Le ciel est teinté de noir, la pluie tombe de partout, et les éclairs puissants ne tardent pas à frapper. Des mains sombres sortent de ce qui semble être une sorte de trou noir tracé au sol, et une femme y est entraînée sans pouvoir faire absolument quoi que ce soit. La femme pleure désespérément tout en essayant de s'accrocher aux rares choses qui l'entourent, mais elle sait que c'est inutile. Cette scène est observée par une petite fille qui lui ressemble beaucoup, sa fille, qui regarde avec des larmes aux yeux sans savoir quoi faire. Mais à ce moment-là, sa mère lui remet une sorte de sphère avec le chiffre 10 000 gravé à l'intérieur, tout en lui disant qu'elle doit tout faire pour retrouver le légendaire as. Ina essaie de demander qui est cet as, ou commencer à le chercher ou à quoi il ressemble, mais les mains continuent de tirer la femme vers l'abîme jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle. La dernière chose que l'on peut voir est la paume de sa main où le chiffre 0 apparaît comme une première introduction à la façon dont fonctionne ce monde de fous. Le trou noir au sol disparaît sans laisser la moindre trace, ni du trou ni de la femme qui, quelques secondes plus tôt, implorait pour sa vie. Mais pour comprendre ce qui se passe ici, nous avons besoin de beaucoup de contexte ainsi que d'un saut dans le temps. Ce que nous voyons ensuite, c'est Ina qui est maintenant une jeune adulte, arrivant dans l'une des villes les plus importantes du continent, appelée Alcia. Elle se trouve sur une grande place avec d'autres jeunes femmes, à qui elle révèle qu'elle a voyagé toutes ces années à travers Alcia dans le but de trouver quelqu'un de très important. Il est clair qu'elle n'a pas encore trouvé le légendaire as, mais elle garde toujours avec elle la mystérieuse sphère laissée par sa mère. Quand elle mentionne le mot as aux autres filles, elle semble reconnaître le terme mais avoue ne pas savoir où elles l'ont entendu, et bien sûr, elles ne sont pas sûres de ce que cela signifie. Elles savent seulement qu'il s'agit d'une sorte de héros d'antan capable de réaliser n'importe quel exploit, comme courir plus vite que les chevaux et d'autres pouvoirs de ce genre. À ce moment-là, elles sont interrompues et presque effrayées à mort par l'arrivée d'un homme masqué aux cheveux blancs, qui se présente comme Licht. Il semble être une sorte de fou du quartier, que toutes les filles craignent. D'ailleurs, ce type est notre protagoniste, mais au lieu du héros typique auquel on pourrait s'attendre, il a une attitude très étrange. Sans même la connaître, il commence à demander de l'argent à Ina tout en lui touchant les jambes, comme s'il s'agissait d'un pervers. À ce moment-là, on remarque que, tout comme sa mère, Ina a également des chiffres gravés sur sa peau, mais au lieu de la main, ils sont inscrits à l'intérieur de sa cuisse. De même, le fou de notre protagoniste a aussi un chiffre, mais ce qui est étrange, c'est qu'il s'agit de -999, tandis que celui de Ina est 441. Il continue de la toucher de manière inappropriée, ce qui pousse Ina à le frapper. Mais Licht persiste et la poursuit comme un animal en chaleur. Heureusement, il est attaqué par une autre fille aux cheveux blancs et à la peau bronzée, nommée Nana, qui semble le connaître et le réprimande pour avoir effrayé les gens comme un psychopathe. Tout comme les autres, Nana a un nombre tatoué sur sa peau, mais dans son cas, c'est le 77. Elle s'excuse auprès de Ina et, réalisant qu'elle est nouvelle en ville, l'invite à manger dans sa taverne mobile pour discuter un peu et tenter de compenser la frayeur que son ami lui a causée. Pendant qu'elle mange, Ina raconte qu'elle vivait autrefois dans un petit village de montagne avec sa mère, jusqu'au jour où, pratiquement de nulle part, sa mère a été entraînée dans le sol. Ina ne semble pas avoir la moindre idée du pourquoi, mais Nana lui explique que son père a également été entraîné dans l'abîme, c'est-à-dire l'abysse. Ina ne comprend pas de quoi elle parle, alors Nana lui demande de regarder autour d'elle, en expliquant que dans ce monde, chaque personne a un nombre tatoué quelque part sur son corps, et que ce nombre est lié à une mission prédestinée qu'elle devra accomplir depuis le jour de sa naissance. Ce monde est entièrement gouverné par les chiffres, et chaque personne vivante est forcée de réaliser un compte. Comme un compteur de quelque chose depuis le jour de leur naissance. Par exemple, le nombre actuel de Nana est 77. C'est son compteur, et sa mission dans la vie. Ce qui peut faire augmenter ou diminuer son compteur, c'est le nombre de fois où un client lui dit que sa nourriture est délicieuse. On pourrait dire que son compteur est lié à la satisfaction de ses clients, donc quand quelqu'un dit que sa nourriture est délicieuse, le nombre de son compteur augmente, mais si au contraire, on dit que sa nourriture est dégoûtante, le nombre diminue. Notre héroïne montre son compteur, le 441, mais elle n'est pas très sûre de ce qui fait que le nombre augmente ou diminue. À cela, Nana lui dit que cela doit être quelque chose qu'elle fait fréquemment, car son nombre semble assez élevé. C'est important, car tant que tu peux augmenter ton compteur, tu vas bien, mais si ce dernier atteint 0, la personne en question sera envoyée à l'abysse. Techniquement, personne n'est vraiment sûr de ce que c'est, mais on dit que lorsque tu es envoyé à l'abysse, c'est comme si tu mourais sur Terre ou que tu étais envoyé dans un endroit encore pire que la mort elle-même. Pour cette raison, tout le monde est très concentré sur l'augmentation de son compteur et s'assure qu'il ne diminue pas. Une autre chose importante à propos de tout cela est qu'il semble que tu ne puisses pas désobéir à un ordre donné par une personne dont le compteur est plus élevé que le tien. La différence de compteur est la différence de position sociale. Profitant de la conversation, Nana lui demande également comment elle a fait augmenter son compteur. Quel est son compteur? Et Ina répond qu'elle pense qu'il s'agit de la distance qu'elle a parcourue, ou du moins c'est ce que lui avait dit sa mère avant de mourir. Nana est surprise, car le compteur augmente tous les 1000 km,
donc cela doit être une quantité gigantesque. Mais notre héroïne lui dit que cela n'a pas été un problème, car elle reste motivée par sa mission de retrouver le légendaire As. Ces mots semblent éveiller quelque chose en Anna, mais elle ne dit rien, car à ce moment-là, des gardes dirigés par un type qui se fait appeler le légendaire As apparaissent. Il a une étoile blanche tatouée juste à côté de son compteur, le 320, ce qui fait pleurer Ina, car elle avait entendu dire que tout comme lui, le légendaire As porterait la marque d'une étoile. Elle commence à pleurer d'émotion et le type l'emmène ailleurs pour qu'il puisse discuter des détails et qu'elle lui explique pourquoi elle le cherche. Cependant, une fois qu'ils sont seuls, il commence à la toucher de manière inappropriée tandis que notre héroïne essaie simplement de lui parler de sa mère. À ce moment-là, elle se souvient de ce qui lui avait été donné, alors elle en profite pour sortir la mystérieuse sphère de l'époque, celle avec le chiffre 10 000 à l'intérieur. Cela semble être le bon mouvement, car tout le monde est surpris en la voyant, sortant leurs épées et mentionnant qu'il s'agit d'un ballot holder. Le type lui ordonne immédiatement de lui remettre l'objet, et les choses deviennent très bizarres, au point de l'attaquer avec son épée. Même Ina, aussi innocente qu'elle soit, commence à se douter qu'il n'est pas la personne qu'elle recherche. Il insiste, mais elle lui rétorque qu'elle n'a pas à obéir à ses ordres, car même si elle est une fille ordinaire, son compteur est plus élevé que le sien. Il admet qu'elle a raison, alors, en contrepartie, il lui demande de parier ses étoiles. Ina ne comprend pas de quoi il s'agit, mais il lui dit qu'il va exercer son privilège en tant que membre de l'armée pour la défier à un pari d'étoiles. Innocemment, notre héroïne accepte, mais juste au moment où il commence, des mains émergent du sol, et il explique qu'au cours de cette bataille, il n'aura pas à obéir à ses demandes. Il commence alors à la frapper, au point de la jeter par la fenêtre. Ina lui supplie d'arrêter, mais le type lui dit simplement qu'elle a perdu le pari. À ce moment-là, des mains sont sorties du sol et ont arraché les chiffres de notre héroïne pour les donner au sergent. Ina s'est retrouvée avec un seul chiffre, le 1, et le sergent lui a retiré l'étoile à côté de son compteur, révélant qu'il n'était pas le légendaire As et que tout avait été un mensonge. Juste au moment où il semblait qu'il allait également lui prendre son ballot, notre protagoniste apparaît, prêt à la défendre, et défie le type en duel d'étoiles. Cependant, le sergent se moque de lui et de son compteur en disant qu'avec moins 999, il ne devrait pas être capable de lui faire quoi que ce soit. Néanmoins, il accepte le duel et commence à l'attaquer, mais il ne parvient pas à lui infliger le moindre dégât. Les soldats qui accompagnaient le sergent trouvent cela très étrange, car théoriquement, il aurait dû être entraîné à l'abysse au moment où son compteur est arrivé à 0. Ils avertissent donc leurs compagnons de ne pas le sous-estimer, car il pourrait s'agir d'un cas isolé, comme quelqu'un de super puissant ou qui posséderait un ballot. Au cours de la bataille, notre protagoniste dit à Ina qu'elle doit arrêter de chercher les As, et oui, il dit As au pluriel, car il s'agit de simples assassins, et elle ne devrait pas essayer de se lier avec aucun d'eux. Cependant, les choses deviennent bien plus intéressantes lorsque Licht sort son épée, révélant un compteur bien plus élevé, le 5700, avec une véritable étoile blanche à ses côtés, révélant qu'il possède non pas un, mais deux compteurs et qu'il est le légendaire As que notre héroïne recherchait depuis si longtemps. Cette révélation surprend tous les témoins. Les autres soldats deviennent nerveux en voyant que Licht est un légendaire As, mais David les fait taire en affirmant que c'est impossible, car les As étaient des héros d'il y a 300 ans, et qu'aucun humain ne peut vivre aussi longtemps. Tous les soldats se regroupent pour attaquer Licht, qui demande alors à Ina de fermer les yeux. À une vitesse fulgurante, il esquive leurs attaques, et ses pas laissent des cratères dans le sol. Licht se déplace si rapidement que David ne peut le voir. Soudain, il apparaît derrière lui et, avec un simple pas, une onde de choc projette David au loin. Licht se moque de David en lui demandant ce qui se passe, expliquant qu'il ne fait que marcher. Chaque pas produit une rafale d'air qui frappe David violemment. Il enchaîne avec une attaque à l'épée, provoquant une explosion qui soulève un nuage de fumée. Les spectateurs réalisent alors qu'ils ont affaire à un véritable légendaire, un porteur d'une épée massive, marqué d'un compteur de moins 999 sur la main gauche, et capable d'exercer une force inhumaine avec ses jambes, se déplaçant trop vite pour être vu. Licht est ainsi surnommé l'As des attaques éclairs. Cependant, le client de David se moque du compteur négatif de Licht, le qualifiant de faible. Licht continue de donner une raclée à David, puis bondit dans les airs en emportant Ina dans ses bras. Il s'excuse auprès d'elle, pensant qu'elle est terrifiée, mais Ina lui explique qu'elle est plutôt surprise qu'il puisse voler. Elle comprend alors qu'il est bien le légendaire qu'elle cherchait. Elle lui propose de partager un repas après cette bataille, et Licht, voyant qu'elle s'inquiète pour lui, promet de récupérer son compteur et de veiller à ce qu'ils puissent rentrer chez eux et manger ensemble. Licht descend alors du ciel comme un météore, frappant David avec une puissance telle qu'une explosion retentit. David est laissé au sol, gravement blessé et incapable de bouger. Licht en profite pour exiger sa reddition, ce qui lui permet de remporter le duel d'étoiles. Les mains sombres prennent le compteur de David, le transférant à Ina, qui se retrouve maintenant avec 760 points. Après le combat, Ina éclate en sanglots, se remémorant la demande de sa mère. Elle réalise que Licht est le véritable légendaire qu'elle cherchait depuis si longtemps. Alors qu'elle montre le valeur qu'elle veut lui remettre,
Licht change soudainement d'attitude, le lui arrachant des mains. Il lui dit qu'il va le garder, car un Valor vaut beaucoup d'argent, et qu'il est désormais riche. Confuse, Ina lui demande ce qu'il fait. Licht lui répond qu'elle est un fardeau, et lui rappelle que son compteur est de 5700, tandis que le sien n'est que de 760. Il lui suggère de parier ses étoiles si elle n'aime pas la situation, avant de lui lancer une poupée en guise de paiement pour le Valor. Ina, perplexe, explique qu'elle cherche un légendaire depuis 5 ans, selon les instructions de sa mère. Mais Licht lui révèle que les As ne sont pas des héros, seulement des assassins. Il l'encourage à abandonner sa quête et à mener une vie normale, puis s'en va d'un saut gigantesque, laissant Ina seule et déconcertée. Ina retourne chez Nana et raconte tout ce qui s'est passé. Nana examine la poupée, sourit, et conseille à Ina de la garder toujours avec elle. Alors qu'Ina tient la poupée, celle-ci tremble avant d'exploser en libérant des fleurs, révélant le Valor à nouveau dans ses mains. Nana lui explique qu'être porteur d'un Valor est un crime grave dans la loi d'Asie, et qu'en la protégeant, Licht lui a sauvé la vie. Si elle avait remis le Valor aux soldats, elle aurait été traquée non seulement par l'armée, mais aussi par des criminels avides de cet objet. Déterminée, Ina continue de chercher Licht, apercevant un chariot au loin. Elle lui crie de l'attendre, mais Licht ne répond pas. Elle lui confie qu'elle l'a cherché pendant si longtemps, qu'après la mort de sa mère, elle était seule et effrayée de rester ainsi à jamais. Elle se sentait heureuse pour la première fois en le retrouvant, mais trébuche et lui rappelle sa promesse de manger ensemble. Finalement, alors qu'il s'éloigne, elle l'accuse d'être un menteur. Le compteur de Licht chute alors à -1000. Un des soldats s'approche d'Ina, confirmant qu'elle détient le Valor, mais lui explique qu'il ne lui veut aucun mal, seulement la remercier. Grâce à elle, ils ont pu localiser le légendaire As. Il contacte ensuite ses supérieurs via un dispositif de communication, signalant que l'As des attaques éclairs, Licht Black, est toujours vivant. Le lendemain, des soldats arrivent à la taverne de Nana pour lui demander si elle a vu Licht, et supposent qu'il est celui qui détient le ballot, même si l'objet est toujours en possession de notre héroïne. Nana les couvre en affirmant qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où se trouve notre protagoniste, insinuant qu'il a quitté la ville. À noter qu'il est très important de mentionner un événement de la bataille précédente, au moment où notre héros part, laissant Ina complètement dévastée, un des soldats l'interrompt. Il a compris le plan de notre protagoniste et sait que Ina possède toujours la sphère. Mais il la rassure en lui disant qu'il ne compte pas la dénoncer. Cela est très étrange, car le soldat semblait être un simple personnage de fond, mais son attitude change complètement lorsqu'il se présente à Ina, disant qu'au contraire, il est là pour la remercier d'avoir enfin retrouvé le légendaire As, que lui et son groupe recherchent également. Pendant ce temps, dans un village voisin, on nous présente 2 sergents débutants nommés Lin et Pelé. Ce dernier arrive dans la chambre de la jeune femme pour lui annoncer qu'ils viennent de recevoir les affiches de recherche d'un certain Licht, alias notre protagoniste, qui porte un masque étrange et est considéré comme un criminel extrêmement dangereux. En plus d'avoir un ballot de haute catégorie, il est également l'un des légendaires As, et ils doivent être très prudents avec lui. L'un fait semblant d'écouter, mais elle est en réalité concentrée sur d'autres choses, car elle est une personne très bienveillante et considère qu'il est plus important d'aider les habitants du village autant qu'elle le peut, surtout que son compteur dépend littéralement de cela. En effet, la condition pour ne pas être envoyée à l'abysse est d'aider le plus de personnes possible, et son compteur n'augmente que lorsqu'elle parvient à avoir un impact significatif sur la vie des gens. Alors qu'il parcourt les rues de la ville, il tombe sur notre protagoniste, qui fait semblant d'être un mendiant local. Cela attire l'attention de Pelé, qui devient méfiant en voyant un homme masqué, mais notre héros insiste sur le fait qu'il est une personne différente de celle recherchée, mentionnant qu'il n'a aucun pouvoir et que son compteur est si bas parce qu'il a été rejeté par plus de 1000 femmes. À ce moment, on se rend compte que le compteur de notre héros est passé de -999 à -1000, ce qui indique que son compteur dépend d'être ou non rejeté par les femmes. Lin et Pelé arrivent à la même conclusion, et la jeune femme accepte de sortir avec lui dans le but de l'aider. Le pervers de notre protagoniste réussit à s'en sortir, et lorsque Lin prend sa main, son compteur augmente d'1 point, car elle l'aide de manière significative. Au fil de l'après-midi, alors qu'ils font davantage d'activités de couple, le nombre ne cesse d'augmenter, révélant à quel point notre protagoniste était en manque. Après un moment, Pelé admet que cela suffit et qu'elle sait qu'il n'est autre que Licht. Notre héros essaie de feindre l'innocence, mais les deux réussissent à lui enlever son masque, révélant son identité. Il vole l'épée de Lin pour l'empêcher d'utiliser la violence, mais elle commence à l'attaquer avec des coups de pied puissants, capables de fendre un arbre en 2. Pourtant, notre protagoniste esquive chaque coup, ce qui surprend Lin, qui lui demande s'il est vraiment un légendaire As, car il semble impossible de sortir indemne de tels assauts. Licht fait semblant de suivre la conversation, mais ce n'est qu'une distraction pour lui permettre de s'enfuir sous leurs yeux. De retour à la taverne mobile de Nana, Ina aide temporairement à servir les clients, car les deux ont prévu de chercher notre héros, mais doivent d'abord économiser un peu d'argent pour le voyage. La journée se déroule normalement, mais un mystérieux lieutenant, accompagné de plusieurs soldats, se présente soudainement. Il se fait appeler Murdoch. Nana s'approche de lui et remarque l'emblème sur son bras, des barres de fer et un lion,
qui semble très représentatif et important. Immédiatement, il lui montre la fiche de recherche et demande où se trouve Licht. Nana détourne le sujet avec insouciance en disant simplement qu'il a disparu. Il rétorque qu'elle ment, car il sait qu'elle et son ami en savent plus qu'elle ne le laisse paraître et qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour obtenir l'information. À ce moment, Nana est capturée par des chaînes qui émergent du sol, et il insiste pour qu'elle révèle ce qu'elle sait. Elle finit par dire qu'il est peut-être parti à l'est. Elle le dit avec une telle tranquillité qu'on pourrait croire qu'elle dit la vérité. Mais Murdoch se rend compte de son mensonge, concluant que notre protagoniste doit être à l'ouest, et détruit son établissement en guise de punition pour avoir menti. Après cela, Murdoch s'en va avec le reste de ses soldats à la recherche de notre protagoniste. Heureusement, Ina et Nana vont bien malgré la puissance de l'attaque. La jeune fille demande à la propriétaire de la taverne quel genre de pouvoir était en jeu, car elle n'avait jamais vu un pouvoir destructeur aussi grand et ignorait qu'il était possible de faire surgir des barres de fer directement du sol. Cela montre que malgré tout le système des compteurs, la magie n'est pas courante dans ce monde. Mis à part notre protagoniste et certains membres de l'armée, les gens ne possèdent pas ce genre de capacité. Pour éclairer ses doutes, Nana explique à Ina qu'elle vient d'assister au véritable pouvoir d'un ballot, un objet capable de conférer toute cette énergie, ce qui est en fait la principale raison de leur grande valeur et de leur illégalité. Il est également précisé que les seuls autorisés à les utiliser sont les hauts gradés de la milice, ce qui explique pourquoi c'est un sujet si sérieux et délicat qu'une personne extérieure en est un en sa possession. De retour dans le village de l'un et Pelé, cette dernière se désole d'avoir laissé filer notre héros. Bien qu'elle ne semblait pas très enthousiaste à l'idée de pourchasser le criminel le plus recherché de toute Alcia au départ, elle réalise maintenant qu'en le capturant, elle pourrait décrocher une promotion. Malgré cela, elle continue ses activités habituelles, cherchant à faire le plus de différence possible pour les habitants du village. C'est alors que notre protagoniste réapparaît comme si de rien n'était, l'aidant à distribuer des affiches pour une activité caritative prévue pour le lendemain. Quelques minutes passent avant que la jeune et innocente soldate ne réalise qui elle avait juste à côté d'elle, et elle commence immédiatement à le poursuivre de toutes ses forces. Les deux jeunes gens traversent la ville, jouant pratiquement à un jeu de chat et de souris, et notre héros semble tout sauf inquiet, ne pouvant s'empêcher de rire face à l'attitude de la jeune fille. Cependant, la situation change rapidement, car de nulle part, ils sont attaqués par les pouvoirs de Murdoch, qui manque de blesser l'un dans le processus, ordonnant aux soldats d'attaquer sans aucune pitié. Pelé l'appelle premier lieutenant Murdoch, ce qui nous apprend qu'il est l'une des personnes les plus importantes de l'armée. Son compteur est également impressionnant, affichant 900 points, ce qui est très élevé pour quelqu'un qui n'est pas un as. L'intente de défendre notre héros en précisant que les ordres sont de le capturer, pas de le tuer, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'être aussi violent. Mais alors que notre protagoniste semblait acculé, il se relève comme si de rien n'était et commence à combattre Murdoch tout en esquivant les multiples attaques de ses pointes de fer ainsi que de ses soldats. Murdoch lui ordonne de se rendre, car ils ont pour mission d'arrêter tous les détenteurs de ballots illégaux. Notre héros lui réplique qu'il devrait alors s'arrêter lui-même, puisque ses pouvoirs proviennent également d'une sphère. L'un explique que les officiers militaires ont le droit d'en posséder un, car cela leur permet de combattre des adversaires aussi puissants que lui, tout en nous révélant que chaque détenteur de ballot peut activer des capacités uniques en fonction de son compteur. Notre héros écoute cette explication calmement avant de tenter de s'échapper une fois de plus, et il semblait même sur le point de réussir quand soudain, Murdoch l'arrête en se déplaçant à une vitesse incroyable. Face à lui, il invoque une colonne de fer qui immobilise complètement Licht. Ce dernier est surpris, car avec un compteur de 900, Murdoch ne devrait pas être capable de telles prouesses. C'est alors que Murdoch invoque une grande cage tout en expliquant que son compteur n'est pas réellement de 900, mais de 12 500. Cependant, il le garde caché pour éviter une promotion. Ensuite, ils se battent de nouveau entre eux, mais Licht est acculé par les poutres métalliques de Murdoch. Lors d'une de ses attaques, il lui prend son épée, puis il se met en garde pour un combat corps à corps. Licht prend alors la même posture que lui, ce qui surprend énormément Murdoch. Ils entament un échange d'attaques à grande vitesse, mais à un moment donné, Murdoch réussit à donner un coup qui force Licht à reculer. À ce moment-là, il reprend l'épée de Licht, la lui rend et lui explique qu'il n'a aucun problème, car ses attaques rapides sont trop lentes. En entendant cela, Licht saute haut dans le ciel pour effectuer son attaque spéciale. Les soldats avertissent Murdoch du mouvement décrit dans le rapport, mais Murdoch reconnaît que Licht ne s'est pas volé et qu'il s'agit simplement d'un saut. Nous voyons que Licht esquive chaque attaque, mais cela l'empêche également d'effectuer son attaque spéciale. Murdoch explique que son compteur indique le nombre de fois qu'il s'engage dans ses convictions, que son fer représente cela, et qu'aucun criminel ne peut l'arrêter. C'est pourquoi les malfaiteurs le surnomment avec crainte la volonté de fer. Juste après, Murdoch utilise une énorme poutre sortie du sol pour frapper violemment Licht, ce qui lui permet de le piéger en immobilisant son corps contre des poutres de fer et de détruire les piliers qui l'enfermaient.
Cela fait soupirer Lisht, qui admet sa reddition et lui dit qu'il peut l'emmener où il veut, mais Murdoch lui dit qu'il a besoin de temps pour lui poser des questions, car cet incident a suscité de nombreuses interrogations. Il est clair pour lui que Lisht est membre de l'armée, tout comme lui, et que les arts martiaux qu'il a démontrés sont la technique de combat militaire enseignée à l'armée royale ancienne, ce qui prouve qu'il n'est pas un déserteur ordinaire. Murdoch ajoute qu'on lui a ordonné d'utiliser toutes les ressources disponibles pour l'arrêter, même avec un compteur simple de 5700. Il lui demande aussi comment un guerrier légendaire peut encore être en vie après 300 ans. Enfin, il demande qui est Lisht en réalité. Mais Lisht répond qu'il ne sait rien et que c'est juste un pudding. Elle répond qu'elle ne sait pas vraiment, mais que cet homme l'a aidé à distribuer des tracts, à réparer une poupée et d'autres choses de ce genre. Elle est interrompue par Murdoch, qui mentionne avoir entendu beaucoup de rumeurs sur elle et qu'elle a ignoré ses devoirs pour du bénévolat supposé. Il lui rappelle qu'en tant que membre de l'armée, sa priorité est de punir les criminels, et c'est pour cela qu'elle reste aussi inutile. Puisqu'elle pense que le village est si paisible, elle n'a pas le droit d'ignorer ses devoirs et, si elle a du temps à perdre avec ces idioties, elle devrait apporter le mal à la justice. Puis il dit à Murdoch qu'il pourrait briser son fer mais qu'il ne voulait pas le faire, car elle a dit ne pas vouloir endommager ce village. Ensuite, il brise les chaînes à ses poignets. En réaction, Murdoch lui dit de ne pas le sous-estimer et crée des gants de fer autour de ses mains. Il commence un échange d'attaques, créant une barrière de puissance des deux côtés. Lisht prend progressivement l'avantage, disant à Murdoch qu'il ne comprend pas le village et que Lisht ne renonce pas à ses devoirs parce que le village est paisible, mais que le village est paisible parce qu'elle est là. Enfin, il exige des excuses pour elle, tandis qu'il gagne en puissance. Murdoch, voyant cela, saute pour la sauver, mais Lisht bouge encore plus vite et la rattrape le premier. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle voit qu'elle est dans les bras de Lisht, qui lui dit qu'elle est lourde et devrait faire un régime. Cela l'énerve, et elle essaie de le frapper. Ensuite, Lisht la lance vers Murdoch pour qu'il la rattrape, et, après l'avoir rattrapée, Murdoch décide de laisser Lisht s'échapper. Ils commencent à gravir la falaise en utilisant leur pouvoir, mais ensuite Murdoch la dépose au sol et lui dit qu'elle est lourde. Après cela, il ira chercher Lisht, et elle l'accompagnera dans cette quête. Plus tard, on voit que Lisht continue son voyage, désormais seul. En chemin, il traverse de vertes prairies et porte un masque d'oiseau. À ce moment-là, il est surpris par Ina, qui est très heureuse de l'avoir trouvé. Cela le pousse à faire semblant de ne pas être Lisht et à tenter de s'enfuir, mais elle l'attrape par ses vêtements et lui retire le masque. Lisht lui demande comment elle l'a trouvé, et elle lui explique que c'était une intuition, et que ses intuitions sont très précises. Cela fait rire Lisht, tandis qu'elle se plaint qu'il se moque de ses paroles. Après cela, Nana les salue et s'approche d'eux. Ina en profite pour s'excuser auprès de Lisht pour tout ce qui s'est passé, bien que Nana lui dise de ne pas s'inquiéter, car Lisht est poursuivi par l'armée. Il raconte ensuite que Lisht a causé un remue-ménage à Omo et a eu des problèmes avec Murdoch à cause d'une fille. En entendant cela, Ina regarde Lisht avec un visage en colère. Une fois seule, Ina appelle Lisht monsieur et lui rappelle la promesse qu'il lui avait faite de manger ensemble, promesse qu'il n'a pas tenue. Elle lui demande aussi comment il a pu l'abandonner, mais elle lui montre ensuite un plat qu'elle a préparé en expliquant que c'est une façon de tenir sa promesse d'être ensemble. Elle est heureuse d'être avec lui, mais juste avant qu'il ne goûte à sa nourriture, un véhicule volant passe au-dessus d'eux. Lisht voit qu'il se dirige vers une falaise, alors il court vers la jeune fille qui pilote l'appareil en forme d'oiseau. La fille, voyant qu'elle vole au-dessus de la falaise, est ravie, mais elle tombe ensuite dans le vide. Juste avant l'impact,
Licht arrive à la rattraper en effectuant un grand saut dans le ciel, toujours avec son masque d'oiseau. Lorsqu'il la ramène au sol, la fille se jette soudain sur lui et lui demande s'il peut voler, puis commence à examiner son corps pour voir si c'est vrai, ce qui le rend nerveux. Il lui explique alors qu'il saute juste très haut et qu'il ne peut pas vraiment voler. Après avoir dissipé le malentendu, la fille se présente sous le nom de Pelmo et leur demande de l'accompagner. Elle les conduit ensuite à son garage, où elle leur montre qu'elle a un autre prototype de machine volante. Elle explique que le prototype précédent était le numéro 9 et que celui-ci est son principal projet. À ce moment-là, elle leur confie que son rêve est de pouvoir voler et que cette machine est celle qui réalisera son rêve. Elle l'appelle la machine volante. Elle mentionne également que, lorsqu'elle sera terminée, la vie des gens sera meilleure, car ils pourront voler au-dessus des montagnes et aller où ils le souhaitent en peu de temps. Cependant, elle admet qu'elle n'arrive pas à le faire fonctionner et se demande où est l'erreur. Elle acquiesce et raconte que dans ce pays, tout ce qui tente de voler est arrêté et exécuté. Elle ne comprend pas la raison, mais elle affirme que cela vaut la peine de risquer sa vie pour certains rêves. Depuis son enfance, elle a ce rêve, malgré les tentatives des autres pour la décourager, et elle ne renoncera jamais. Elle ajoute que les rêves sont essentiels pour continuer à vivre, et que renoncer à ses rêves équivaut à être mort. Après l'avoir écoutée, Licht lui dit qu'elle a peut-être raison. Elle les laisse ensuite seuls, disant qu'elle fera rapidement les modifications nécessaires et qu'ils peuvent se détendre. Une fois seul, Licht demande s'il a bien fait. En l'entendant, Ina lui dit que oui, car ce qu'il a fait est bien. Même s'il ne comprend pas tout, le conseil de Licht aidera à réaliser le rêve de Pelmo. Elle demande alors à Licht quel est son rêve, vu qu'il voyage beaucoup, mais il répond que c'est un secret, ce qui l'a fait se plaindre de ne pas pouvoir le savoir. Cela pousse finalement Licht à lui avouer que son rêve est de voir sa culotte et il tente alors d'écarter ses jambes, mais ils sont interrompus par Pelmo qui leur annonce qu'elle a terminé. Elle leur montre sa machine de vol finale et, grâce à l'aide de Licht, elle est convaincue qu'elle pourra voler. Soudain, Licht remarque un groupe de soldats de l'armée qui s'approche de loin. Pelmo leur explique que c'est probablement parce qu'elle a fait de nombreux essais. Licht dégaine alors son épée, et Ina demande à Pelmo de monter rapidement pour fuir. Cependant, après un moment d'hésitation, Licht s'excuse auprès de Pelmo et détruit complètement la machine devant elle. Elle le regarde, stupéfaite, mais comprennent finalement son geste. Les soldats arrivent et expliquent qu'ils ont reçu des rapports indiquant qu'elle mène des recherches sur le vol. Pelmo, leur montrant les restes de la machine, leur demande si cela ressemble vraiment à une tentative de vol, prétendant qu'elle ne fait que réparer un moulin. Cette excuse suffit pour convaincre les soldats de partir. Une fois seule, Licht s'excuse de nouveau auprès de Pelmo, mais elle lui explique qu'elle comprend son geste. Elle sait que même si elle réussissait un vol en présence de témoins, elle risquerait d'être exécutée. Licht lui avoue que, pour la sauver, il aurait dû éliminer tous les témoins. Pelmo lui répond qu'elle ne pourrait jamais lui permettre de faire cela. Ina lui propose alors de construire une autre machine et lui offre son aide. Touchée par ses paroles d'encouragement, Pelmo la remercie, mais refuse, en expliquant que c'est la fin. Elle leur montre son compteur, qui passe de 1 à 0. À cet instant, un abîme s'ouvre sous elle, et des mains sombres surgissent du sol pour l'attraper. Pelmo leur explique alors que son compteur se base sur le nombre de fois où elle a réalisé son rêve. Lorsqu'elle a reçu ce compteur, elle avait 10 essais, mais elle en perdait un à chaque échec. La machine détruite était la dernière. Elle dit à Licht de ne pas s'inquiéter, car elle est certaine que son conseil lui aurait permis de voler, et elle est satisfaite de cela. Mais les mains sombres l'attaquent lorsqu'il s'approche, et Licht la défend en frappant ses mains avec son épée. Ce geste lui provoque une décharge électrique qui parcourt tout son corps, et des fragments de souvenirs lui reviennent en tête. Il se couvre alors l'œil gauche. Licht empêche ensuite Ina, qui tente de secourir Pelmo une nouvelle fois, en lui disant que ce n'est pas nécessaire. Pelmo le rassure que se faire avaler par l'abîme n'est pas une mort certaine, et elle sent même qu'elle se dirige vers un nouveau monde où elle pourra réaliser son rêve. Elle est convaincue qu'ils se reverront, car elle a de très bonnes intuitions. Après s'être finalement séparée d'eux, l'abîme l'engloutit complètement. Peu après, Licht tombe à genoux, essoufflé, ce qui inquiète Ina. Elle remarque alors qu'un nombre 001 est gravé dans son œil gauche.